Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Bonjour, 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 les habitués sont déjà là. Quel est le meilleur désespoir, Elia? Salut Antoine. Blabla, Valeur Anarchiste, Elia, Totoma, Braise, 85. Salut Widozel, première fois dans le chat, bienvenue. Louis Hamster, bienvenue aussi. Kel81, Airbus, Véronica, OB, Jean-Charles, j'en oublie, bienvenue à tous. J'espère que le week-end a été bon, si vous avez pu vous reposer, et puis qu'il a été pas trop dur si vous avez travaillé. Salut Arrest, première fois dans le chat aussi. Bonjour à tous. Alors, ça va mieux, oui ça va mieux, ça va. Je suis en pleine forme. En pleine forme. Je peux pas vous dire mieux. Pour un lundi matin, je pète la forme. J'espère que vous aussi. Alors, aujourd'hui, on avait prévu de parler du remaniement, et puis finalement, on est déjà passé à autre chose. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce remaniement, pas que tout le monde s'en fout, mais que bon, tout le monde a eu ce qu'il voulait, Marlène Schiappa n'est plus ministre. Et maintenant, on est déjà passé à la prochaine étape. Et on en a eu une belle hier. Salut Jodrami, première fois dans le chat. Bienvenue chez Arrêt sur Image. Et donc, dernière semaine de matinale de l'été. Et ensuite, on reprendra début septembre, comme je vous le disais la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, j'ai mis on attend le réveil de Darmanin. Vous aurez compris qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, a priori, si vous avez suivi ce qui s'est passé hier. Mais si vous n'avez pas suivi, évidemment, je vais tout vous expliquer et on va y revenir ensemble. Parce que on en a encore eu une belle démonstration hier. Visiblement, la police française est en roue libre. Il n'y a plus de chef, ni à Beauvau, ni à l'Élysée. Alors, sachant qu'Emmanuel Macron est en déplacement en Nouvelle-Calédonie en ce moment, on va en parler aussi. Et donc peut-être qu'on va se lancer directement. Hop, je vais mettre comme ça. Un peu de pub pour un superbe site que vous connaissez. Sur Image. Et alors, d'ailleurs, on a commencé notre série d'été. Ça y est, première émission sur le survivalisme. Voilà. Et vendredi, ce sera une émission sur les villes. Comment adapter nos villes au réchauffement climatique. Et puis, ça sera comme ça tout l'été. Un thème par semaine. On aura la décroissance, la démographie, la biodiversité. Bref, on aura tous les sujets. Pas de matinée en août, comment passer ce cap difficile? Je ne sais pas, en effet. Peut-être revoir des replays. Tous les jours, un replay pour garder la forme. On met le réveil tous les matins et on regarde d'anciens replays. Donc, hier soir, que s'est-il passé? Pour comprendre, il faut revenir à une affaire de violence policière, sans surprise, racontée par Mediapart la semaine dernière. Et cette histoire, donc, c'est celle de Eddy, 22 ans, titre Mediapart, laissé pour mort après avoir croisé la BAC à Marseille. Donc, on est encore dans les suites de la mort de Naël, pendant les révoltes urbaines. Et donc, Eddy, 22 ans, dans la nuit du 1er au 2 juillet, donc il y a presque un mois, circulait dans Marseille quand il a croisé un équipage de la BAC de Marseille. Donc, selon son récit, il ne faisait rien, c'est-à-dire qu'il ne participait pas aux violences. Et il était avec un ami, Eddy. Et donc, que s'est-il passé? Selon l'avocat de Eddy, deux gosses parfaitement socialisés, donc Eddy et son ami, sans casier, qui travaillent, descendent à Marseille pour se distraire. Ils ne sont ni des manifestants ni des pilleurs. Ils tombent sur 5 ou 6 cinglés qui les agressent. Il se trouve que ce sont des fonctionnaires de l'État français. Nous attendons que l'enquête ait lieu et que la justice se fasse, qu'on identifie ces gens-là et qu'on les juge. Le soir des faits, Eddy donne un coup de main à ses parents à l'occasion de la fête des terrasses, donc c'est un événement à Marseille. Il quitte le restaurant seul en voiture aux alentours de 1h15 ou 1h30 du matin. Je suis allé retrouver des amis au Vieux-Port, dit-il. Et là, selon son récit, toujours... Attendez, je vais changer d'onglet
Comme ça, comme c'est Mediapart et que c'est payant, hop, je vous le lis. Mais je vous montre pas tout. Et là, donc, dit-il, il découvre une scène de film, il y avait un hélicoptère, on a eu l'idée de le suivre, ce qui n'était pas très malin, qu'on s'était dit, mais bon, un hélicoptère qui survole le ciel à Marseille dans un tel chaos, pardon, on n'en voit pas tous les jours. Donc lui et son ami Lilian arpentent les rues du centre-ville en suivant l'engin des yeux. Il assure qu'ils n'ont pas pris part aux révoltes, mais qu'ils ont croisé la route d'autres jeunes qui y participaient, certains cagoulés, d'autres pas. Ils avancent dans l'obscurité de la nuit, sans lumière de la ville, au croisement d'une ruelle située près du cours Lieutot. Ils tombent nez à nez avec des agents de la BAC. Je me souviens de leurs matraques, de leurs gants à coque et de leurs armes de service à la taille. On leur a dit bonsoir, mais on a vite compris qu'ils étaient énervés et fermés à la discussion. Selon le récit de Eddy, les policiers n'ont pas répondu. L'un d'eux aurait agrippé son lanceur de balles de défense, LBD, et un autre se serait saisi de sa matraque pour asséner un coup au visage de Lilian. Il s'est protégé avec son bras, puis il a réussi à partir en cavalant. Eddy n'y parvient pas. Il raconte avoir vu un policier lui tirer dans la tête avec son LBD, puis avoir été traîné au sol sur environ 10 mètres. L'un des hommes se serait alors agenouillé sur ses jambes pour l'immobiliser, tout en lui donnant plusieurs coups, tandis que les autres le passaient à tabac. Il revoit aussi le sang couler sur son visage, provenant de sa blessure à la tête, comme si on lui renversait de l'eau dessus. Je sentais un truc énorme dans mon crâne qui me brûlait. Je criais en disant que j'étais gentil, que j'avais mes papiers, qu'ils pouvaient me fouiller pour voir que je n'avais rien de dangereux sur moi, mais ils n'ont pas voulu arrêter. Suite de l'histoire, donc, les policiers l'ont abandonné sur le trottoir. Eddy n'a pas été interpellé, il n'a pas été emmené au commissariat ou nulle part. Il a été abandonné, couvert de sang sur le trottoir, et donc c'est son ami qui est revenu, et deux gérants d'une épicerie qui ont dû l'emmener à l'hôpital. Visiblement dans un état grave, et donc bilan des courses pour Eddy, il est lourd, puisque il a subi un traumatisme crânien. Donc ça, je vais vous montrer la photo parce qu'elle est quand même impressionnante. Voilà. Le traumatisme crânien d'Eddy. Je me perds dans mes onglets. Attendez, je cherche exactement ses blessures. Donc, sur sa fiche médicale, apparaît la mention traumatisme crânien grave sur shoot de flashball. Il a 60 jours d'ITT et une invalidité temporaire. Et alors, vous vous souvenez qu'Eddy n'est pas la seule victime de violences policières à Marseille, puisque on en avait parlé il y a 2 semaines maintenant. Un homme de 27 ans était mort après avoir été visiblement touché par un projectile de LBD au thorax. Il avait fait un arrêt cardiaque alors qu'il était au volant de son scooter. Bon. Donc ça, c'est ce qui est arrivé à Eddy. Et les suites judiciaires de cette affaire, c'est que le 21 juillet, donc il y a 3 jours, le parquet de Marseille a annoncé que 4 des fonctionnaires impliqués dans les blessures d'Eddy avaient été mis en examen pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. L'un des policiers a été placé en détention provisoire, et les autres sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Voilà où on en est. Sachant que le policier qui a tiré sur Naël est toujours lui aussi en détention. Donc, en l'espace d'un mois, 3 semaines, 1 mois, ça fait 2 policiers placés en détention provisoire pour des faits similaires, pas similaires, puisque dans un des cas, il y a eu un mort, mais en tout cas pour des faits de violence pendant l'exercice de leur fonction, ce qui est quand même rarissime. Et du coup, évidemment, les policiers ont réagi. Et c'est encore un papier de Mediapart, puisqu'ils suivent leurs affaires. Et ils les suivent avec attention. Hop. Donc, il y a 4 jours, l'un des policiers placé en garde à vue est déféré. Donc c'est-à-dire qu'il est justement placé en détention provisoire après sa garde à vue. Et donc BFM diffuse la scène du moment où il sort de garde à vue à l'IGPN pour être déféré devant le juge d'instruction. Je vous mets
le son et je me mute. Hop, attendez. Les policiers sont sortis de garde à vue ce matin sous les applaudissements de leurs collègues venus les soutenir devant les bureaux de l'IGPN. Après 48 heures d'audition où ils ont pu donner leur version des faits, 4 des 8 fonctionnaires de police placés en garde à vue mardi par l'IGPN ont été déférés pour être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. La détention provisoire a été requise. Il y a 2 semaines, une information judiciaire a été ouverte pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique à la suite de l'agression présumée d'Eddy. Ce jeune homme de 22 ans, toujours hospitalisé, raconte avoir été la cible d'un tir de flashball à la tempe et avoir été roué de coups par un équipage de la BAC marseillaise dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge d'émeutes. Il faudra voir exactement qu'est-ce qu'on leur a reproché, exactement qu'est-ce qu'on leur reproche. Il faudra aussi analyser toute la séquence qu'il y a pu y avoir en amont. La même nuit à Marseille, un homme de 27 ans est mort après un possible tir de flashball. La police des polices a également été saisie sur cette affaire. Voilà. Donc, à Marseille, les policiers ont pris la défense de leurs collègues, sans grande surprise, on va dire. Mais ce genre de manifestation publique est quand même assez rare, c'est-à-dire que le plus souvent c'est des cagnottes, c'est des pétitions en ligne, c'est des communiqués des syndicats. Salut petite plantation, bienvenue. Là, une manifestation sur la voie publique, devant les locaux de l'IGPN en l'occurrence, c'est plutôt rare, et surtout une manifestation bruyante. Là aussi, les policiers sont plutôt habitués en général à des manifestations, disons, silencieuses, c'est-à-dire que souvent ils font des aides d'honneur mais sans bruit, ils enlèvent leurs insignes, leurs armes, etc. pour bien signifier qu'ils sont en opposition avec la hiérarchie. Cette fois-ci, ils ont fait une démonstration de force, hein, clairement. Donc, et on entend même l'un des policiers dire on vous lâche pas, on est avec vous. Alors, ce mouvement-là, c'est que le début, puisque depuis, beaucoup de policiers marseillais se sont mis en arrêt maladie. À tel point que certains médecins à Marseille ont raconté que, en effet, ils recevaient des policiers qui demandaient des arrêts maladie. Et en fait, ils se mettent en service minimum, c'est-à-dire qu'ils ne répondent plus qu'aux appels au 17, donc les appels d'urgence. Mais pour tout ce qui est audition de témoins, prise de plainte, etc., ils sont en débrayage quasi total pour protester donc contre la mise en placement en détention de l'un des leurs. Ce sur quoi on attendait une réaction des autorités, que ce soit la direction de la police nationale, que ce soit le préfet de Marseille, que ce soit le ministre de l'Intérieur. Et donc cette réaction, on l'a eue hier dans le Parisien, avec une interview de Frédéric Vaux, qui est directeur général de la police nationale. Et en fait, on n'a pas eu la réaction qu'on attendait. On s'attendait à une petite preuve de fermeté face à l'institution. Non, pas du tout. L'interview est assez lunaire, c'est-à-dire que en fait, Frédéric Vaux non seulement assume tout ce que font les policiers de Marseille en ce moment, mais les soutient et même les encourage. Puisque, je vous résume, et après on va lire les réponses, mais le gros de l'interview est en titre, c'est de dire qu'en fait un policier n'a pas sa place en prison. Donc c'est une remise en cause directe de l'autorité judiciaire et de l'indépendance de la justice. Par ailleurs, c'est aussi une remise en cause de tous les principes démocratiques, d'égalité devant la loi, etc. Je vous refais pas le topo, vous connaissez. Ça veut dire, Paulette? Ah oui, les policiers ne sont pas des citoyens comme les autres. Et visiblement, nous, sachant que les policiers sont déjà soumis à
comme toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, sont déjà soumis à des mesures spéciales. Mais en l'occurrence, sur la détention provisoire, il n'y a pas de différence entre un policier et vous et moi, par exemple. Donc, interview dans le Parisien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'interview est signée Jean-Michel Descugis, qui est le journaliste historique police-justice du Parisien, qui n'est pas franchement le plus offensif des journalistes avec l'institution policière. Mais voilà, et d'ailleurs, ça se sent dans l'interview, puisqu'il y a aucune... Alors, on ne sait pas comment s'est faite l'interview. Est-ce que c'était... on imagine que c'était de vive voix, on espère. Mais en tout cas, on n'a aucune idée de quelles sont les conditions de l'interview, combien de questions, combien de temps, etc. On ne sait pas. Et ce qui est dommage, parce que du coup, il manque des relances dans cette interview, beaucoup de relances, évidemment. Donc, au téléphone, j'imagine, c'était probablement au téléphone, j'en sais rien. Mais en tout cas, il manque beaucoup de choses. Donc, première question, où en est ce dimanche le mouvement de fronde des policiers des Bouches-du-Rhône, notamment à Marseille? Réponse de Frédéric Vaux, je n'ai pas de chiffres précis sur les arrêts maladie, ils nous parviennent ultérieurement, mais effectivement la situation est toujours compliquée sur Marseille. Ces arrêts maladie ne s'étendent pas au reste du territoire, même s'il existe des mouvements de solidarité. Et alors, ce qui est peut-être l'esprit mal tourné, mais moi dans cette réponse, on a l'impression qu'il y a presque un appel à ce que ça s'étende au reste du territoire. On a l'impression d'un petit message aux policiers du reste de la France, qui est de dire si vous voulez vraiment une fronde dans la police, il faut que ça s'étende au reste du territoire. Mais là, pareil, pas de relance. C'est-à-dire qu'on n'a aucune question sur la légalité de ces arrêts de maladie. C'est-à-dire comment ils sont obtenus, est-ce que c'est des arrêts de maladie de complaisance, etc. etc. On n'a pas de question sur la méthode, cette méthode des arrêts de maladie pour se faire entendre. On n'a pas de questions sur... la moralité de ces arrêts maladie. On n'a aucune question dans l'interview sur finalement le cas qui amène cette fronde, c'est-à-dire un jeune homme de 20 ans qui prend un tir de flashball en pleine tête. Donc deuxième question, quel message avez-vous transmis aux policiers à Marseille samedi matin? Il était important que moi, chef de la police, je m'adresse directement à eux sans filtre pour leur parler et les écouter. Ce qu'on s'est dit, c'est le secret du vestiaire. Mais en clair, je suis venu leur apporter un message de soutien de la part du ministre de l'Intérieur et de moi-même. Il fallait qu'ils sachent que nous étions reconnaissants de la manière dont ils étaient intervenus et avaient agi pour rétablir l'ordre lors des récentes émeutes dans des conditions extrêmement dégradées et jamais connues jusque-là. Dans cette situation proche du chaos, ils font preuve de courage physique et moral et d'un engagement total. Voilà, donc le cas d'Eddy, on ne saura pas ce qu'en pense le ministre de l'Intérieur, on ne saura pas ce qu'en pense le directeur de la police nationale, et c'est même tout l'inverse, puisque au lieu de s'exprimer sur ce cas précis, on a juste un soutien indéfectible du ministre de l'Intérieur et de la direction de la police pour l'action de la police pendant les émeutes à Marseille. Souhaitez-vous aussi la remise en liberté de ce policier de la BAC, donc le fameux policier de la BAC qui est en détention après ce qui est arrivé à Eddy? Réponse: oui, le savoir en prison m'empêche de dormir, mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou de la rue, elle traite les dossiers. L'émotion et la colère passée. Il faut se donner les moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire de police retrouve la liberté. C'est un policier expérimenté comme ceux qui composent les BAC de Marseille. Ils font face quotidiennement à des situations très complexes car confrontés à un trafic de stupéfiants très important et à des individus souvent armés. Donc là, nouvelle étape, on n'est plus dans le soutien à la police en général, on est dans le soutien à ce policier. Quand il dit l'émotion et la colère passée, il faut se donner les moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire retrouve la liberté, on ne sait pas ce que ça veut dire. Concrètement, n'importe qui lit ça peut se dire d'accord, donc la police va mettre tous ses moyens pour faire libérer ce collègue. Mais s'il mérite d'être en prison, pourquoi le faire libérer? On n'a aucune espèce de remise en question de son action, de ce qui s'est passé ce soir-là. Aucune réflexion sur l'usage de la force, évidemment, pendant les émeutes. Le seul objectif fixé, c'est que ce policier ne soit plus en prison. Et ensuite, on a évidemment, comme d'habitude, le portrait du policier modèle. C'est un policier expérimenté, comme ceux qui composent les BAC de Marseille. Façon de protéger à la fois l'intégrité
de ce policier à la fois l'intégrité de la BAC de Marseille et d'éviter de déplacer le débat. C'est-à-dire, est-ce que la BAC de Marseille a des méthodes conventionnelles ou non? Bon, comme ça, on ferme le banc tout de suite, on n'en parle pas. Vous comprenez donc ce mouvement de fronde, je comprends l'émotion et même la colère qu'a pu susciter dans les rangs policiers le placement en détention de l'un des leurs, ceci indépendamment de l'affaire judiciaire dont je ne connais pas le contenu et dont je me garderai de toute appréciation. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. J'exclus de mon propos les affaires qui concernent la probité ou l'honnêteté. Alors ça... on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. La probité et l'honnêteté. Est-ce qu'on considère qu'un policier qui tire au flashball sur un jeune dans la rue est honnête? Je ne sais pas. Qu'est-ce que la probité, qu'est-ce que l'honnêteté et qu'est-ce que les affaires qui concernent la probité et l'honnêteté? Aucune idée. Alors on imagine que dans sa tête ça doit être la corruption, ça doit être le trafic de drogue, comme ça arrive en région parisienne. Ça doit être ce genre de choses, mais on n'a aucune espèce d'indication. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas il le dit, qu'il n'a aucune idée de l'affaire judiciaire, donc c'est vraiment dire, en fait, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que quoi que ce policier aurait fait ce soir-là, il n'avait pas à aller en prison. Il n'avait pas à être placé en détention avant un éventuel procès. Puisqu'il développe plus tard, il dit en fait les policiers de toute façon ils se présentent toujours, ils vont pas fuir la justice, on a tous les moyens de savoir où ils sont, etc. Mais surtout la suite, et là, ce qui est intéressant c'est que sur un dossier dont il dit ne pas connaître le contenu, d'un coup il prend position sur le contenu du dossier. Mais lorsqu'un policier est dans l'exercice de sa mission, on doit admettre qu'il peut commettre des erreurs d'appréciation. Le policier doit rendre compte de son action, y compris devant la justice, mais on doit aussi tenir compte des garanties dont il bénéficie et qui le distinguent des malfaiteurs ou des voyous. Je le répète, dans ce type d'affaires, le placement sous mandat de dépôt n'est pas la solution. Façon déjà d'orienter la médiatisation du dossier. C'est-à-dire que d'un coup, si vous avez lu l'histoire d'Eddy avant, d'un coup vous vous dites oh oui, bah c'est vrai que bon, il faisait nuit, c'était tendu, peut-être que son doigt a ripé sur la gâchette, qu'il a tiré un coup de LBD et qu'il s'est senti menacé. Mais on n'en sait rien de tout ça. Et lui-même n'en sait rien puisqu'il dit qu'il ne connaît pas le dossier. Donc ça, c'est de la pure communication, c'est juste une façon d'instiller dans l'esprit du lecteur que finalement, il a peut-être juste commis une erreur d'appréciation. Que c'est pas un policier violent, c'est pas un fou de la gâchette, c'est juste une erreur d'appréciation. Ce qui est par ailleurs possible, mais on ne nous explique pas en quoi dans ce cas-là ça serait une erreur d'appréciation. Par ailleurs, évidemment, cette erreur d'appréciation n'est valable que pour le tir en lui-même, puisque pour le reste, Eddy dit qu'il a été passé à tabac au sol et qu'ensuite on l'a laissé pour mort sur le trottoir. Là-dessus, évidemment, on n'a aucun commentaire ni aucune espèce d'explication. Et c'est là que l'interview est faible, c'est qu'on n'a aucune relance. Là, en l'occurrence, sa réponse, elle est contradictoire de bout en bout, il se contradit lui-même entre les deux paragraphes, le premier et le deuxième, on n'a pas de relance. Aucune. Donc bah, en fait, c'est de la com. C'est-à-dire que, concrètement, on a mis des questions parce que c'est une interview, mais ça aurait pu être une tribune, cette interview. Il n'y a vraiment aucune contradiction, aucune demande de précision, rien. Pas de relance, quoi. Pas vous dire autrement. Et donc, changement de sujet. D'un coup, le sujet, c'est plus Eddy. D'ailleurs, vous remarquerez que le prénom d'Eddy n'est pas à prononcer. La situation d'Eddy n'est absolument pas évoquée. Si vous lisez juste cet article, vous ne savez pas ce qui s'est passé pour qu'un policier de la BAC soit placé en détention. Il faut cliquer sur un lien qui vous amène vers un article du Parisien qui raconte l'affaire. D'ailleurs, c'est aussi signé Jean-Michel de Cugis. Hein. Si vous voyez les initiales JMD sur le site du Parisien, c'est Jean-Michel de Cugis. Mais vous ne saurez pas ce qui s'est passé si vous ne lisez que l'interview de Frédéric Vaux.
Le journaliste police justice, s'il donne des questions qui fâchent, plus personne ne lui parlera à la police alors qu'il fait ça depuis toujours. Est-ce qu'il a déjà été critique envers la police par le passé? Alors Jean-Michel de Cugis, oui, il a déjà traité des affaires de violence policière. Mais il a cette réputation d'être en effet très proche de ses sources policières, comme beaucoup de journalistes police justice. Et de pas vraiment... c'est pas lui qui va aller taper dans le... pas lui qui va aller secouer le cocotier, quoi. Moi, c'est ma petite expression de boomer du lundi. Donc voilà. Et changement total de sujet. D'un coup, on en vient aux cagnottes. Que pensez-vous de ces cagnottes ouvertes en soutien aux policiers en détention? Réponse, mon point de vue ne compte pas, c'est à la justice de le dire quand elle est saisie. Alors là, d'un coup, la justice devient l'alpha et l'oméga de tout. Ce qui est une belle façon de se défausser. Hein, juste avant, vous venez de répondre en 20 lignes en disant que la justice avait tort. D'un coup, c'est à la justice de s'exprimer parce que ça m'évite de le faire. Très pratique, puisque donc... si vous n'avez pas suivi, donc il y a des cagnottes là, hein, ouvertes pour les policiers à Marseille, et celle qui a été ouverte par Jean Messia pour la famille du policier qui a tiré sur Naël est attaquée en justice pour escroquerie, notamment pour 2 éléments précis. L'un était que Naël a été présenté dans la cagnotte comme délinquant multirécidiviste, ce qui est faux puisqu'il n'avait pas de casier judiciaire, même s'il avait déjà été auditionné par des policiers et des juges pour différentes affaires de droit commun mineurs. Et deuxième fait, parce que dans le message qui accompagnait la cagnotte, le policier qui a tiré sur Naël était présenté comme un héros du Bataclan. Ce qui était faux. Il n'était absolument pas intervenu au Bataclan le 13 novembre. Ce qui, pour les avocats de la famille de Naël, pourrait rentrer dans définition de l'escroquerie, je crois. Je crois qu'ils ont porté plainte pour escroquerie en bande organisée. Donc voilà. J'ai une question, est-ce que lors des vidéos similaires de civils, ils floutent aussi les visages? Parce que là, des civils prétendument policiers, on les floute. Ah, sur la vidéo de soutien? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi les visages des policiers sont floutés? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont accepté d'être filmés que s'ils étaient floutés. Franchement, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. C'est pas volontaire de contextualiser au minimum dans un article pour générer du clic sur un autre article. Hier, j'ai mis du temps à voir le contexte de la censure de Darmanin contre un livre pour ados. J'ai d'abord trouvé les réactions. Alors, ça peut être volontaire. C'est-à-dire, en effet, on peut se dire, comme ça, ils vont aller lire l'autre article pour savoir ce qui s'est passé. Mais là, ouais, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je dis pas qu'il faut rappeler toute l'affaire. Il faut pas... écrire toute une enquête sur l'affaire, mais au moins en 3 lignes dire que c'est un jeune de 21 ans qui a pris un coup de flashball, qui accuse des policiers d'avoir été tabassé, de l'avoir tabassé et de l'avoir laissé pour mort dans la rue. Bon, ça prend 3 lignes, et si on veut en savoir plus, on va lire la suite. Là, je trouve ça un peu bizarre, quoi. On ne sait même pas... Si on lit juste cette interview, on ne sait pas de quoi on parle. Je ne sais pas dans la version papier ce qu'il en est, parce que ce matin, je n'ai pas pu acheter le Parisien, mais parce que ça fait la une du Parisien. Enfin, c'est en manchette, mais du coup, j'imagine que dans le papier, ils ont dû contextualiser un peu, forcément, parce que sinon, on comprend pas. Ils n'ont pas ce droit en tant qu'agent d'active. Le droit de quoi? Je ne sais pas. Didier Corvette. Le droit à l'anonymat, peut-être? Si c'était sur le footage. Agent d'active, mais pas en opération, donc on les floute par défaut pour ne pas avoir demandé à chacun s'il acceptait d'être filmé. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça, c'est le plus probable. À mon avis, c'est pour ça. Donc, sur les cagnottes, on n'aura pas le point de vue du DGPN, le directeur général de la police nationale. Ensuite, on passe au bilan global des émeutes, donc les interpellations, les véhicules incendiés, etc. etc. Et d'un coup, on n'est plus sur le sujet, c'est-à-dire que on n'a plus aucune question sur Eddy. Certains policiers semblent avoir parfois réagi par des violences gratuites si l'on se fie au nom à mesurer les précautions de cette question. Certains policiers semblent avoir parfois réagi par des violences gratuites si l'on se fie au nombre d'enquêtes menées par l'IGPN. Bon, peut-on être plus diplomate que ça dans une question? Je ne sais pas. En plus, le nombre d'enquêtes IGPN est un indicateur, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga du calcul des violences policières, puisque
On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'affaires qui passent sous le radar, énormément d'affaires dont on a les vidéos, donc on n'a pas besoin de savoir qu'il y a une enquête IGPN pour dire ouais, ça quand même, c'est chaud. Donc clairement, on marche sur des œufs, ouais. La propriété, c'est le vol. La manchette, c'est la partie de la ligne qui est tout en haut. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai dit manchette, j'ai pas expliqué ce que c'était, mais du coup, merci de l'avoir fait. Et donc, réponse du DGPN, je réfute le terme de violence gratuite. Les policiers ont seulement cherché à mettre fin aux violences et exactions contre les biens et les personnes. Ils ont souvent fait l'objet d'attaques violentes et directes. Et voilà, encore une fois, fermer le banc, il n'y a rien à voir. Façon de dire qu'il n'y a pas de violence policière. Là, encore une fois, on n'a même pas... Et alors, ce qui est marrant, c'est que le ton a changé, parce que au moment de Sainte-Soline et au moment du début des manifs contre la réforme des retraites, puis après la mort de Naël, on avait l'impression qu'il y avait des précautions qui étaient mises, à la fois par Gérald Darmanin, à la fois par Laurent Nunez, préfet de police de Paris, et à la fois par Emmanuel Macron, qui avait un peu baissé d'un ton sur le soutien à la police, et qui commençait à laisser entendre que oui, il pouvait y avoir des cas où les policiers se comportaient mal, que le policier qui a tiré sur Naël, par exemple, a été, entre guillemets, lâché très vite par l'institution. Darmanin avait dit que c'était visiblement pas conforme à la légitime défense. Et donc, salut, non, bon courage pour le travail. Et alors, ça reste une réponse intéressante, en effet, Galudo, puisque là, on a la preuve A plus B que la direction de la police nationale est dans un soutien inconditionnel aux policiers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de remise en question, aucune espèce de questionnement sur l'usage de la force. Donc là, en l'occurrence à Marseille, mais quand il dit les policiers ont seulement cherché à mettre fin aux violences et exactions commises contre les biens et les personnes, c'est partout. C'est partout en France. Donc voilà, message un peu inquiétant. Je vous passe la fin de l'interview, qui n'a aucun intérêt. Mais là encore, aucune relance. C'est-à-dire que on a l'impression que Naël n'a pas existé. Quand il dit je refute le terme de violence gratuite, on a l'impression que Naël n'a pas existé. On a l'impression qu'un homme n'est pas mort à Marseille d'un tir de flashball au thorax. Donc très inquiétant, et pas de relance, pas de question, pas de deuxième question en disant mais attendez, vous dites que les policiers ont seulement cherché à mettre fin aux violences, mais alors Naël c'est quoi, mais alors etc. Et en même temps, il admet à demi-mot qu'il y a bien un usage de la force différent du fait du contexte. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en sous-texte, on lit le fait que dans des contextes de violence urbaine, on n'utilise pas le même genre de force que d'habitude. Donc, ça, c'était l'interview de Frédéric Veau qui a été publiée hier soir à 20h, ce qui est normal, hein, ce genre de grosse interview qui va se retrouver en une du journal, on les publie la veille, en ligne. Et donc, beaucoup de questions se posaient. Est-il possible que les non-relances soient une requête de Veau ? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a des relances auxquelles il n'a pas répondu et où il n'a pas souhaité répondre et ils ne l'ont pas mis dans l'interview? C'est possible. Est-ce qu'ils avaient le droit à 10 minutes d'interview entre deux portes par téléphone et du coup il fallait aller très vite et du coup il n'y avait pas de place pour les relances? C'était possible. Est-ce que des questions plus précises auraient pu être posées en fin d'interview et le no comment non publié, ou on publierait forcément les no comment? Bah alors, c'est ce que je disais, je ne sais pas. Ça dépend de chaque journal. Hein. Normalement, on publie. C'est-à-dire que s'il y a des questions où l'interviewé n'a pas voulu répondre, soit on ne met pas forcément... Parce qu'imaginons qu'il y ait 10 questions. On va pas mettre 10 questions avec no comment. Enfin, on pourrait. Non, ça serait fort en termes de visuel, ça serait très fort. Mais en général, soit on contextualise l'interview. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de contextualisation de l'interview. 5 lignes pour contextualiser une interview, c'est assez rare quand même. On le mettrait là. On mettrait à la suite de ça, on mettrait... Alors, c'est ce que je disais, je ne sais pas. Ça dépend de tous les journaux.
interrogé sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, Frédéric Veau n'a pas voulu répondre à nos questions, voici les questions auxquelles il a bien voulu répondre. Bon, et dans ce cas-là, ça serait un peu plus clair sur comment s'est déroulée l'interview. Là, on a l'impression que les questions n'ont pas été posées, ce qui est plus problématique encore. Parce qu'elles sont quand même évidentes. Il y a des questions qui sont évidentes et qui ne sont pas dans cette interview. Moi, je pense que ça tient au format, mais je ne veux pas m'avancer, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais le fait est qu'on en ressort avec l'impression d'avoir lu une tribune. Une tribune du DGPN qui soutient sans faille la police, et en l'occurrence la BAC de Marseille. Donc c'est un problème. Mais donc, hier soir, quand l'interview est parue, ça s'est répandu évidemment comme une traînée de poudre. Vous allez les contacter, j'imagine. Alors, ça serait avec plaisir, mais Jean-Michel Decugy ne répond jamais à Arrêt sur Image. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il nous raccroche au nez systématiquement depuis très longtemps. Donc voilà, donc hier, on attendait la réaction soit de Gérald Darmanin, soit d'Emmanuel Macron, et en lieu et place d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, on a eu la réponse de Laurent Nunez, ce qui n'est pas un hasard, puisque donc Laurent Nunez, préfet de police de Paris, mais avant d'être préfet de police de Paris, il était à Marseille, Laurent Nunez. Il était préfet de police des Bouches-du-Rhône entre 2015 et 2017. Voilà, je cherchais les dates. Et donc, à 22h30 hier soir, 2 heures après la publication de l'interview du Parisien, Laurent Nunez publie ce tweet: « Je partage les propos du DGPN, fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. » Vous devriez créer un vrai faux journal de droite pour vous servir de couverture. Ouais, on pourrait. Ce serait pas très honnête, mais on pourrait. Donc, alors je vous passe les milliers de réactions à ce tweet, puisqu'évidemment, là, ça devient encore plus inquiétant. On monte un cran, puisque même le préfet de police de Paris, donc qui est considéré comme le premier préfet de France, soutient l'initiative de Frédéric Veau de remettre en cause le fonctionnement des institutions, les décisions de la justice, en l'occurrence des juges d'instruction qui ont placé en détention ce policier, la séparation des pouvoirs et, c'est pas exagéré de le dire, la Constitution. Donc, il a provoqué évidemment des réactions contrastées. Hein. Alors, à droite, on n'a entendu personne, jusque-là. À gauche, évidemment, beaucoup de réactions, mais je voulais juste vous lire une réaction de Sébastien Rocher. Alors, Sébastien Rocher, donc, qui est sociologue, il est au CNRS et il est spécialiste de la police. Et donc, Sébastien Rocher, alors il a tweeté beaucoup de choses, mais je vous lis ce thread qui est intéressant. Nous avons maintenant une initiative coordonnée des deux chefs de la police pour mettre en cause les décisions de magistrats. Comment interpréter cela ? 1. Le fait que le DGPN et le PP, donc le préfet de police, s'expriment de façon concertée est un indice de la préparation en amont et le ministre de l'Intérieur est forcément, sinon à la manœuvre, du moins parfaitement informé et en appui. Mais alors 2. Pourquoi ferait-il cela ? 2 raisons. Pour envoyer à la bataille ses subordonnés administratifs plutôt que lui-même et envoyer un signal à la base mécontente. Et cela souligne la fragilité du ministre qui ne remplit pas lui-même les tâches politiques. 2. Cette tactique se tient juste après le remaniement et les proches de Darmanin ont laissé filtrer son mécontentement. Il n'a pas eu le job de Premier ministre et juste le bonus du ministère de la Ville. Mais alors, est-ce un défi au président de la République ? Macron avait tenu une ligne de crête dans l'affaire Naël et là il est poussé à prendre la pente policière. S'il le fait, il perd son crédit et n'est plus le garant des institutions. Mais peut-il se passer de Darmanin ? L'égalité devant la loi est menacée de rupture, c'est un principe cardinal de l'état de droit, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, et cela s'inscrit à la suite des arrêtés préfectoraux sans fondement légal, des intimidations sur les journalistes, des atteintes à la liberté de manifester. Waouh, dit Sébastien Rocher.
Macron doit s'exprimer très bientôt, ce midi même, à 13 h. On va savoir s'il est encore président et mesurer la profondeur de la crise institutionnelle qui s'ouvre. Sébastien Rocher qui est un homonyme acteur aux États-Unis. C'est pas vrai, incroyable. J'imagine qu'il le sait, mais si jamais je l'ai au téléphone bientôt, je lui dirai. Donc voilà, crise inédite. Alors inédite, non, parce qu'on se souvient qu'il y avait des manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale, notamment. Mais Salis, je sais que c'est pas un rapport direct, mais j'ai vraiment du mal à me dire qu'on vit dans un pays où savoir si verser 1 million d'euros à un mec qui a tué un mineur est un débat. La terrasse. Oui, je n'ai pas de réponse. Mon regard atterré suffira comme réponse. Mais donc voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur cette question, certains ont retrouvé des archives d'une affaire que je ne connaissais pas, je vous l'avoue. Donc en 1983, 2 policiers sont tués lors d'un cambriolage à Paris. Et ce qui va donner lieu à une manifestation de policiers. Et on va regarder tout ça ensemble, parce que c'est intéressant de voir à l'époque, donc 1983, Mitterrand, Gaston Defferre est ministre de l'Intérieur, et Pierre Mauroy est Premier ministre. Et ce qui est intéressant, c'est de mesurer la différence dans la réaction des autorités politiques, à l'époque et maintenant, sur une situation très différente, dans le sens où à l'époque, c'est 2 policiers qui étaient morts, tués par des cambrioleurs. Là, ce sont des policiers qui sont mis en cause pour avoir soit tué un jeune de 17 ans, soit blessé grièvement un autre. Donc, je vous mets ça, je me mute, à tout de suite. Chose. Premier titre à la une, donc, les obsèques des 2 policiers abattus avenue Truden à Paris avant-hier. Une affaire à laquelle est venue s'ajouter celle d'un motard très grièvement blessé dans la nuit d'hier dans la banlieue de Paris. Conséquence, ce matin, à l'occasion des cérémonies qui avaient lieu dans la cour de la préfecture de police, des policiers ont conspué messieurs Franceschi et Gaston Defferre. D'autres ont quitté le cortège officiel pour se diriger vers le ministère de la Justice au cri de Badinter, démission. Nos reporters, Jérôme Bonny et Patrick Derrien, ont suivi l'ensemble des événements de cette matinée. Ce matin, à 9 h 30, 1500 policiers environ sont venus se recueillir dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris. Ils voulaient rendre hommage à leurs camarades Émile Gondry et Claude Cayola, assassinés mardi dernier, avenue Truden. Atmosphère tendue dans cette cour d'honneur, où le respect dû à la douleur des 2 familles impose le silence pendant la durée de la cérémonie. Mais la colère latente est perceptible. Cette cérémonie du souvenir s'est déroulée en présence de Gaston Defferre, Joseph Franceschi, Jacques Chirac et Jean Perrier, préfet de police. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses condoléances aux familles, suivi du maire de Paris. Les 2 policiers ont reçu à titre posthume 5 médailles, dont la croix de chevalier de la Légion d'honneur, et ils ont été cités à l'ordre de la Nation. En ce moment d'intense émotion et d'infinie tristesse, le secrétaire d'État à la sécurité publique souhaite que l'ensemble des corps de police serrent les rangs, qu'ils communient dans le souvenir des 2 disparus, que leurs pensées aillent vers leurs familles. Gaston Defferre n'a pas fait d'allocution. La cérémonie s'est terminée à 10 h 20. Juste après la sortie du cortège funèbre, le départ du ministre de l'Intérieur a été marqué par quelques incidents. Démission! 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 Démission!
Après la cérémonie, une manifestation organisée par certains syndicats de 2000 policiers environ s'est dirigée vers le ministère de la Justice, place Vendôme. Théâtre d'un face-à-face paradoxal. Voilà, et donc quand il écrit les GM avec nous, c'est les gendarmes mobiles. Donc, ça, c'était le 3 juin 83, et le lendemain, le 3 juillet, pardon, non, 3 juin 83. 3 juin 83. Et donc, quelques temps plus tard, on a la réaction de Pierre Mauroy, qui est donc Premier ministre. Et hop là, pardon, je me suis mis en plein écran. Hop, je vous remets ça, je me remute. Bonsoir. Le gouvernement réagit vigoureusement aux manifestations d'hier où l'on a vu des policiers descendre dans la rue pour crier leur colère et conspuer 2 ministres après les obsèques de 2 de leurs collègues assassinés. Dès hier soir, je vous le disais en ouvrant notre journal, on apprenait la démission du préfet de police de Paris et le limogeage du directeur général de la police nationale. Je fais une pause. Rendez-vous compte. En moins d'une journée, démission du préfet de Paris et du DGPN, le directeur général de la police nationale, l'équivalent donc de Frédéric Vaux, qui lui donne une interview aux Parisiens pour dire que les policiers ne devraient pas aller en prison. La différence de traitement entre les deux affaires est assez folle. Dès hier soir aussi, le Premier ministre demandait au ministre de l'Intérieur l'ouverture d'une enquête administrative sur les 2 manifestations. Monsieur Defer, aujourd'hui, s'est refusé à tout commentaire avant d'avoir en main les résultats de cette enquête. Le Premier ministre, Pierre Mauroy, qui visitait aujourd'hui officiellement le salon aéronautique du Bourget, a observé la même réserve, mais pressé de questions dans la chaleur et la cohue du salon, il a livré à Bruno Le Dreff cette confirmation. Ceux qui ont manqué à leur devoir à l'égard de l'État, à l'égard de la République, ceux-là doivent être sanctionnés. Ils l'ont déjà été et d'autres sanctions suivront dans les jours prochains compte tenu de l'enquête en cours. On apprend aussi que l'Élysée, comme le gouvernement, estime nécessaire une reprise en main de la police, non seulement en raison des manifestations d'hier, condamnées par la majorité des syndicats de police, mais aussi à la suite de certaines bavures constatées à l'occasion des récentes manifestations d'étudiants, à Paris comme en province. La nature des slogans scandés hier visant directement la personne du garde des Sceaux, la fraternisation que l'on a pu voir entre les policiers qui manifestaient et ceux qui étaient chargés de protéger le ministère de la Justice, la récupération syndicale sinon politique observée à droite, autant de facteurs qui amènent à s'interroger sur la nature et peut-être les limites des droits civiques des policiers. Paul Lefebvre. Voilà, rendez-vous compte de la dernière question. Ça, aujourd'hui, me paraît impossible. Qu'une journaliste dans un JT dise ça amène à s'interroger sur la nature des droits civiques des policiers, c'est incroyable. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon très claire, donc c'est Christine Ockrent, sa façon très claire de dire, de parler de la récupération politique de la droite, des syndicats de policiers, et du risque de contagion à la gendarmerie, puisque, alors elle ne dit pas, elle ne précise pas, mais ceux qui protégeaient à l'époque le ministère de la Justice, c'était des gendarmes. Et il y en a qui ont été sanctionnés parce que, pendant la fameuse manifestation dont on a vu des extraits avant, ils avaient fraternité, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné leur poste, où ils étaient censés protéger physiquement le ministère de la Justice, pour aller serrer des mains, reprendre des slogans, etc. Donc eux aussi ont été sanctionnés pour ne pas avoir accompli leur mission qui était du maintien de l'ordre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé un vieux papier du Parisien, pas de l'époque, mais un papier c'était une sorte de papier un peu rétrospectif qui revenait sur cet événement. Et il racontait que les gendarmes étaient très gênés, c'est-à-dire que place Vendôme, où est le ministère de la Justice, certains gendarmes, ça se voyait physiquement qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire puisqu'ils n'avaient jamais maintenu l'ordre face à des policiers.
Donc là, ils se retrouvaient face à des collègues, entre guillemets, et du coup, certains avaient, on le voyait d'ailleurs dans l'image tout à l'heure, certains retiraient leur képi, ce qui est chez les gendarmes un signe de désescalade, mais certains en sont allés plus loin en fraternisant carrément avec la manifestation. Donc voilà. Ouais, mais à l'époque, on avait 24 heures pour traiter un sujet, pas 2 minutes. Alors, en l'occurrence, les JT, c'est toujours le même format. Ça n'a pas bougé depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, on pourrait tout à fait faire la même chose. Mais on ne le fait pas. Ce qui est malheureux, parce qu'en l'occurrence, Christine Ockrent, j'ai pas l'impression qu'elle passe pour une dangereuse gauchiste, par ailleurs. Elle dit juste très clairement que ça pose question de voir des policiers manifester en plein Paris, et surtout aller manifester physiquement et donc mettre un énorme coup de pression au ministre de la Justice d'alors, qui est Robert Badinter. Et qui en plus n'est pas n'importe quel ministre, puisqu'il venait d'abolir la peine de mort. Donc, c'est compliqué. Comment ils faisaient pour les identifier sans les RIO? Alors, ceux qui étaient en charge de la protection du ministère de la Justice, si c'était ça la question, c'est à mon avis très simple, hein, il y avait des plannings, ils savaient très bien qui était de mission ce jour-là. Quant aux policiers qui ont manifesté, il suffit de regarder les images, hein. Pas très compliqué, ils sont pas floutés, on voit tous leur visage. Hein. Donc par ailleurs, j'imagine qu'aux obsèques des 2 policiers qui étaient morts, il devait y avoir une liste d'invités, entre guillemets, donc on savait très bien qui y était. Cela dit, en effet, aujourd'hui, les policiers ne portent pas leur RIO, et je pense qu'on souhaite très bien les identifier malgré tout. Et donc, dernier extrait que je voulais vous passer, une interview de François Mitterrand, donc, que Jean-Luc Mélenchon a exhumé, une interview qui porte sur la même affaire. Je crois que c'est 2 semaines après la manifestation, si je dis pas de bêtises. Les policiers. Et donc, François Mitterrand est interrogé sur cette manifestation, sur ses conséquences, et sur, en gros, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque que la police débraye et qu'on ait une partie de la police qui se mette en rébellion. Est-ce qu'on a une réaction de Dupond-Moretti? Non. Alors, depuis que je vous parle, je n'ai pas regardé, donc peut-être que Dupond-Moretti a réagi, mais je crois pas. Hein. Mais comme là, j'ai coupé toutes mes notifications pour vous faire la matinale, je regarde là rapidement. Mais je crois pas qu'il ait réagi. Donc on verra aujourd'hui s'il réagit. Je peux pas croire que cette sortie se fasse contre Macron et que Darmanin ait monté ça tout seul en douce, donc je me dis qu'on va avoir la suite aujourd'hui. Alors, bon, moi je crois pas trop à l'analyse de Darmanin qui a monté ça. Je pense que la réaction des policiers à Marseille, elle n'est pas montée, c'est-à-dire que c'est vraiment des policiers qui se sont dit on va aller applaudir les collègues à la sortie. Que certains policiers débrayent vraiment avec les arrêts maladie parce qu'ils sont en révolte contre l'institution et qui ne supportent pas l'idée que l'un des leurs soit en prison. Ensuite, je pense que la réaction de Frédéric Vaux et celle de Laurent Nunez, c'est très possible que ça vienne de Darmanin quand même. C'est très possible que Darmanin ait dit ok, on lâche les chevaux quoi. Après, est-ce que c'est une vengeance pour le remaniement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste Darmanin qui veut commencer à se placer pour 2027 et du coup se dit, fait du Sarkozy 2005-2006 et se place en premier flic de France, indéfectible derrière l'institution, etc. Bon, je ne sais pas. J'espère qu'on en saura plus à 13h, mais on va en parler juste après. Et donc je vous mets François Mitterrand, qui donc à l'époque n'est président que depuis 2 ans. Il faut quand même se souvenir de ça aussi. Macron est président depuis 6 ans. À l'époque, Mitterrand n'a que 2 ans d'exercice du pouvoir. Attendez, hop. Vendredi dernier, les policiers créaient le désordre à Paris. Hier soir, des sanctions sont tombées. Est-ce que vous considérez que l'incident est clos, alors que certains prennent ces manifestations comme un symbole, celui de la dégradation de l'autorité de l'État? Puisque vous commencez notre dialogue par cette affaire, je vous dirai tout de suite que pour moi, il est une loi qui passe avant les autres. La République doit être honorée et servie
par tous les citoyens, et plus encore par ceux qui ont pour mission et pour métier de la défendre. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Dès l'annonce des événements séditieux de vendredi dernier, j'ai demandé au Premier ministre de prendre les sanctions nécessaires. Il a agi comme il fallait et je suis sûr que les Français approuveront. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes posés par l'ensemble de la police, problèmes professionnels, problèmes de sécurité, doivent échapper à notre examen. Mais il existe assez de responsables, de gens raisonnables dans la hiérarchie de l'État et dans les organisations syndicales pour que je sois bien sûr que tout cela se traitera comme il convient, c'est-à-dire dans le dialogue, la concertation et l'ordre public. Vous considérez que l'ensemble de la police est loyal? Certainement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, vous avez peut-être entendu comme moi un énorme bruit d'explosion au milieu de la vidéo, c'est bien dans la vidéo, hein. Et je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'il y a eu un coup de tonnerre ou qu'il y a quelque chose qui est tombé, on a l'impression qu'il y a soit, je sais pas, peut-être un projecteur qui est tombé, enfin bref, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est... Alors il y a deux mots évidemment hyper importants, c'est le mot séditieux, hyper fort de parler de sédition quand même, pour des policiers, hyper fort, et on a même l'impression que c'est... Alors, évidemment que c'est volontaire, mais on a l'impression que c'est aussi une alerte. C'est-à-dire qu'à la fois, ils considèrent que la manifestation des policiers était un acte de sédition, mais à la fois, on a l'impression qu'ils alertent sur le risque que ça s'aggrave. Et que ça devienne une vraie, entre guillemets, sédition, dont on n'imagine pas ce que François Mitterrand... comment dire, on n'imagine pas ce qu'il mettait derrière ce mot, mais sans doute qu'il avait peur, parce qu'il faut se rappeler qu'en 81, quand François Mitterrand est élu président socialiste, le premier, tout le monde a peur. Tout le monde se dit, l'armée va pas suivre, la police va pas suivre, on imagine déjà qu'il va y avoir une révolte. Bon, au final, il n'y en a pas eu. Et donc le deuxième mot, en effet, vous l'avez noté, c'est frapper, hyper fort aussi. Quand il dit « il faut frapper », je ne sais plus exactement ce que c'est la formule, attendez. Par ceux qui ont pour mission et pour métier de la défendre. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper. Voilà, ça aussi, formule très très forte. C'est pas juste le devoir, c'est de les sanctionner. Non, c'est frapper. Frapper, c'est fort. C'est pas un petit mot. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît très long. On en est très 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 long. Après, il y avait aussi... mais il y avait déjà la ritournaise des brebis galeuses à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin, puisqu'il dit... le journaliste lui demande s'il pense que les policiers sont fidèles à la République, et il dit oui, absolument, pas de problème. Et il dit c'est une minorité agissante. Sous-entendu, c'est quelques moutons noirs qui sont très bruyants, mais l'institution n'est pas entachée. Bon. Non, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Tac, tac, tac. Oui, donc, bon, enfin, tout ça pour dire que c'est des... Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est ce genre de formule qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Et oui, si, c'est ça que je voulais dire. Il y avait aussi autre chose, c'est que dans le contexte de l'époque, encore une fois, François Mitterrand, je pense qu'il a aussi la volonté de montrer que la gauche est ferme. De montrer que la gauche est ferme et qu'elle sait faire preuve d'autorité, puisque à l'époque, on disait, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, c'est ce qu'on a reproché à François Hollande pendant 5 ans de mandat, au début, c'était de dire la gauche est molle, la gauche, la sécurité elle sait pas faire, l'autorité elle sait pas faire, donc elle sera dépassée. Bon, je pense que là aussi il y a une volonté de dire on a beau être du Parti Socialiste, croyez-moi, on sait tenir les policiers et on va les tenir. Le fait est qu'une démission de préfet et d'un DGPN dans la même journée, je pense que ce n'est pas arrivé depuis
Bah, probablement depuis 1983. On peut pas attendre d'un politique de ne pas faire de la politique face à un événement médiatique. Non, ça c'est sûr, évidemment. Mais c'est pour ça que, d'accord, bon, évidemment, la réaction de Mitterrand aujourd'hui, elle étonne, parce qu'on a l'impression qu'on l'entendrait plus de nos jours. Mitterrand, il fait aussi de la politique, hein, il n'est pas... C'était évidemment pas un tendre, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Sa déclaration, c'est à la fois une façon de tenir la police, mais c'est aussi une façon de rassurer tout le monde. Salut Adèle. Bah, Adèle est sympa, elle passe pendant les vacances. Quelle gentillesse. Donc voilà, alors ce qui maintenant va évidemment se poser comme question, c'est à la fois la réaction d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, quand même, puisque c'est son ministère, son précaré qui a été mis en cause de façon polie mais violente par Frédéric Vaux et Laurent Nunez. Alors, ce qui n'est pas nouveau, mais du coup, quelle va être la réaction d'Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas sa langue dans sa poche d'habitude? Là, on va voir. Et donc, surtout, par contre, ici, le brebis galeuse, et je reprends juste après ma phrase, par contre, ici, le brebis galeuse, que je le sens pas vraiment pareil que maintenant. Là, vu qu'il y a le mot on va frapper, je le sens plus comme un si vous faites les cons, on va pas vous lâcher, alors rangez-vous. Il fait presque plus diriger vers les flics, alors que maintenant, vu que c'est en face d'une gentillesse avec la police, le brebis galeuse, c'est plus ouais, vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. Oui, c'est possible, mais je pense que c'est quand même aussi une manière pour Mitterrand de protéger l'institution, c'est-à-dire que de dire, le problème c'est pas la police, c'est certains policiers. Bon, ça c'est le truc classique. Ensuite, il y a aussi, en effet, les sanctions qui ont été prises. Alors j'ai pas retrouvé le détail des sanctions contre les policiers et contre les gendarmes, mais c'était aussi une façon de dire déconnez pas, parce qu'on vous tient par le col, quoi. Maintenant, à notre époque, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire déconner et on s'occupera de nettoyer les pots cassés derrière. Bon, c'est évidemment un changement d'optique. Donc, la question c'est, que va dire Emmanuel Macron? Alors, vous vous souvenez, parce qu'on en avait parlé je crois, qu'Emmanuel Macron n'a pas donné d'interview pour le 14 juillet. Traditionnelle interview, normalement, après le défilé, avec TF1 et France 2. Il n'y a pas eu d'interview cette année. Il avait dit dans un premier temps qu'il ferait soit une interview, soit une tribune dans la PQR, donc la presse régionale. Finalement, on n'a pas eu ça non plus. Et donc, on a appris ce matin, ou hier, je ne sais plus, que ce serait... salut Joe Drami, bonne journée à toi. Que ce serait une interview donc sur TF1 et France 2, aux 13h d'aujourd'hui. Mais, détail important, Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie. Donc il sera, je crois, 22h à Nouméa. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais je crois qu'il y a 8 ou 9 heures de décalage. Ouais, c'est ça, 9 heures. Donc il sera à 22h à Nouméa. Alors on se dit, bon, bah, de toute façon, une interview en plateau à Nouméa ou à Paris, ça change pas grand-chose. Sauf que l'interview sera en visio. Pourquoi? Parce que selon le récit du Parisien, ça s'est décidé au dernier moment ce week-end, et donc c'était pas possible d'envoyer les journalistes de France 2 et TF1 en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait juste pas le temps, physiquement. Alors, format qui est inédit, hein, on n'a jamais eu un président interviewé en visio. Alors je dis en visio parce que comme c'est à distance, je ne sais pas exactement quel sera le dispositif visuel. C'est-à-dire est-ce qu'on aura les trois écrans, donc, parce que les journalistes qui vont faire l'interview, c'est Jacques Legros, bon, donc déjà ça va pas secouer beaucoup, et Nathalie de Rinxin pour France 2. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être les trois à l'écran dans des petites fenêtres? Est-ce que ça va être chacun son tour de prendre la parole? Est-ce que... Bon, c'est un mystère, on ne sait pas. Mais je vous mets le papier du Parisien qui raconte ça, parce que je trouvais ça surréaliste ce matin en découvrant ce papier. Il a été publié à 6h ce matin, l'article. Il n'y a pas de journalistes en Nouvelle-Calédonie. Alors si, bien sûr, il y a des journalistes en Nouvelle-Calédonie, mais traditionnellement, quand le format est diffusé à 13h ou à 20h, c'est les journalistes qui présentent le 13h ou le 20h qui font l'interview. Sauf, évidemment,
Anne-Sophie Lapix, puisque Anne-Sophie Lapix est privée d'interview présidentielle, puisqu'Emmanuel Macron ne l'aime pas. Donc voilà, un journaliste de France 2 qui raconte, ça s'est décidé seulement samedi en milieu de journée. Le président de la République devrait profiter de son apparition lundi sur le petit écran pour évoquer les récentes émeutes, la reconduction d'Elisabeth Borne à Matignon ou les dossiers chauds de la rentrée. Alors, il ne mentionne pas l'interview de Frédéric Vaux dans Le Parisien, ni les déclarations de Laurent Nunez, mais on imagine, on espère, on croise les doigts, tous ensemble, pour que ça soit évoqué pendant l'interview, quand même, parce que ça serait intéressant d'avoir son point de vue. Donc, d'une durée de 15 à 20 minutes, il sera réalisé en duplex depuis Nouméa, première étape de sa tournée dans le Pacifique. Ensuite, il va au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'y avait plus beaucoup... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Il n'y avait plus beaucoup de fenêtres de tir avant la trêve estivale, entre la semaine dernière accaparée par le remaniement et ce voyage à l'autre bout du monde qui va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, décrypte une journaliste de TF1. Les deux présentateurs estivaux des 13h, Jacques Legros et Nathanaël de Rinxin, ne seront pas sur place, mais bien en région parisienne et séparés. Alors, chose intéressante à noter, c'est la première fois que les deux intervieweront un président de la République, ensemble et séparément. Jacques Legros et Nathanaël de Rinxin n'ont jamais interrogé un président de la République. Et c'était déjà le cas pour Julien Bugier la dernière fois. Et Marie-Sophie Lacaro, j'ai un doute, je vais vérifier, mais il me semble que c'était sa première interview présidentielle aussi. Je vérifie, attendez. Je crois que c'était sa première. Hein. Il me semble. Il me semble que c'était aussi sa première la dernière fois. Ce qui aussi est intéressant à noter. Hein. C'est pas un hasard qu'on ait quatre. Alors c'est pas des débutants, hein, Marie-Sophie Lacaro, Julien Bugier, Nathanaël de Rinxin, Jacques Legros, c'est des journalistes depuis très longtemps. Mais c'est des débutants de l'interview présidentielle. Donc ça non plus, c'est pas un hasard. Et alors évidemment, le problème de l'interview en duplex, c'est que ça pose énormément de questions. Pour la fluidité de la discussion, on a tous vécu ces réunions en visio de l'enfer où on parle et en fait ça arrive avec un délai de 2 secondes à l'autre et du coup ils parlent et on n'arrive plus et c'est un cauchemar, on n'arrête pas de s'entrecouper la parole. Ça pose la question de comment les journalistes entre eux vont se répartir la parole pour ne pas se marcher sur les pieds, ne pas poser des questions simultanément qui soient incompréhensibles. Donc ça veut dire tout régler à l'avance et d'ailleurs c'est dit dans le papier un moment... Tac, 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 tac... Voilà, dans ces conditions spéciales, nous allons devoir être encore plus disciplinés que d'habitude sur les prises de parole de chaque présentateur, prévient un journaliste de La Une. Celle-ci devait être calée ce dimanche en fin d'après-midi lors d'une réunion à la tour TF1 entre les états-majors des 2 rédactions. Donc ça veut dire que chaque question doit être prévue, écrite, et quid des relances. Quid, alors non, je crois que c'est en direct, Citadel. Citadel qui demande est-ce qu'ils enregistrent et en avance et diffusent à 13h. De ce que j'ai compris, c'est en direct. J'ai pas compris que c'était un enregistrement. Donc peut-être, mais en tout cas, c'est pas encore précisé. On verra. Donc évidemment, ça empêche les relances. Parce que comment vous faites pour relancer s'il y a un délai, par exemple? Très compliqué. Comment vous faites pour interrompre quelqu'un s'il y a un délai? Très compliqué. Et donc soit les relances sont prévues, mais bon... Parce qu'il n'y a jamais trop de mystère sur les réponses d'un président de la République. On sait déjà à l'avance à peu près ce qu'il va répondre. Donc on peut anticiper certaines choses. Mais bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'interrompre. Comment vous relancer quand vous êtes 2? Parce que donc, pareil, les 2 journalistes ne seront pas dans la même pièce. Ça aussi, c'est très étrange. Il y en a un qui sera sur le plateau de TF1 et l'autre sur le plateau du France 2, du JT de France 2. Donc même ça, ils ne le font pas ensemble. C'est-à-dire que même eux, ils auront un délai dans leur discussion. C'est très étrange. Ce format, soit ça va être on verra. C'est quoi? On verra. On va le regarder et on décrypte et on débriefera ensemble demain matin. Donc c'est une belle usine à gaz. Je suis un peu d'accord. Je comprends pas le concept. Oui, c'est ce midi, absolument. Enfin, aux 13h du coup. J'étais de 13h.
Et oui, évidemment, Rédoc, la question du délai, comment on fait pour pas avoir un délai, parce que c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est pas à la porte à côté, entre guillemets. Donc, ça va être très bizarre. Bon. Alors, j'en avais quelqu'un qui disait oui, mais les questions sont peut-être données en avance. Alors, évidemment, on espère que non, mais par ailleurs, l'interview présidentielle, c'est pas non plus le cadre, en général, d'une grosse bousculade. Donc ça arrive, on se souvient que Emmanuel Macron avait très très mal vécu son interview avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. D'ailleurs, ça n'a pas été refait. Il n'avait pas du tout aimé ce moment-là. Il avait aussi assez mal vécu son interview avec Anne-Sophie Lapix, à l'époque où elle avait encore le droit d'interviewer Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai que maintenant, il choisit des formats plus cool, quoi. Là, c'est sûr qu'à mon avis, ça va être cool, hein. Avec un délai de 3-4 secondes, on va pas se risquer à couper la parole, à interrompre et à avoir un truc insupportable en direct. Ça va être ça, quoi. Donc voilà. Et ce qui nous fait donc un programme, j'allais dire, tout fait pour demain, c'est qu'on va débriefer ensemble ce 13h. Donc soit vous le regardez ce midi et vous notez des questions et des trucs que vous avez à poser, soit vous gardez tout le suspense et la primauté pour demain matin. Ça, c'est comme vous voulez. Mais voilà. À quand l'interview présidentielle dans l'arrêt sur les Macron? Alors là, je pense qu'on n'y est pas encore, malheureusement. Mais on aimerait bien. Voilà, les amis, on se quitte sur cette info. On se retrouve demain matin à la même heure, 7h15, et donc on verra ensemble ce que donne ce 13h à distance et en visio. Je pense que on est peut-être à l'aube d'un grand moment de l'histoire politico-médiatique. Ça va peut-être être incroyable. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à raider en ce moment même sur Twitch? Du coup, c'était la dernière matinale. Mais non, pas du tout. On a encore toute la semaine ensemble. La dernière, ça sera jeudi. Est-ce qu'on a quelqu'un à raider? Je cherche, mais il est un peu tôt pour Davdu. Bon, écoutez, je ne trouve personne. Donc, on va tous raider chacun de notre côté. Voilà, on va faire comme ça. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Et à demain en live, 7h15 sur ce stream. Ciao tout le monde, bonne journée, bon courage à ceux qui travaillent.